Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h15 ce matin sur Studio Kalita, un peu plus tôt qu'à l'accoutumée. Donc, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et cette revue de la presse va débuter par la tension, une tension qui demeure très vive dans le nord ainsi que dans le sud du pays. Mais alors que cette tension donc est très vive, la manchette du Yediot Aharonot est certainement ce matin la plus importante. Le quotidien israélien rapporte en effet sur la moitié de sa première page que le gouvernement, ou plus précisément le cabinet restreint pour la sécurité nationale, a décidé de consacrer sa réunion de dimanche prochain à un plan de défense nationale sans précédent dans l'histoire du pays. Ce plan vise à protéger, vous pouvez le voir donc, dans cette première page du Yediot Aharonot, ce plan vise à protéger l'ensemble de la population israélienne de la menace des missiles de diverses portées et donc lui offrir une sorte de bouclier particulièrement étanche. Le Yediot Aharonot titre ce matin 30 milliards de shekels, 30 milliards de shekels, les marachot neged tilim, 30 milliards de shekels pour le déploiement de systèmes de défense antimissiles sur l'ensemble du territoire israélien. Le journal explique que dans le plus grand secret, le ministre des Finances, Moshe Kahlon, prépare donc un budget spécial pour mettre au point ces multiples systèmes de défense. Objectif de ce projet, faire en sorte que d'ici 10 ans, toute la population civile israélienne soit protégée des tirs de missiles en direction du territoire israélien. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman et le chef d'état-major, le général Gadi Eisenkot, sont bien entendu partie prenante dans ce projet sans précédent de par son ampleur. Les 30 milliards de shekels que coûtera ce projet s'étaleront sur une dizaine d'années. Au total, la population israélienne sera d'ici 10 ans protégée par 4 systèmes de protection de missiles antimissiles. Le premier système, pour les localités les plus proches des bases de tir, et comme on le voit, on le connaît, c'est un système qui est déjà mis en application depuis plusieurs mois. Donc dans le pourtour de la bande de Gaza, ce sera le système de dôme de fer. Le second système pour des cibles allant jusqu'à 250 km sera la fronde de David, ou si vous préférez la baguette magique. La troisième couche de protection sera le modèle Hetz 2, capable de frapper une cible à 1500 km, et la quatrième couche de protection de la population israélienne sera ce que l'on appelle le Hetz 3, le Flèche 3, capable de frapper une cible à 3000 km de distance. Tous ces systèmes sont déjà opérationnels, et d'ailleurs le Yediot Aharonot fait cette révélation en parallèle avec les tirs hier de missiles antimissiles Kala David, fronde de David, ou donc baguette magique. Il y a 2 noms en direction de deux missiles syriens qui avaient été tirés dans le cadre de la confrontation entre les rebelles et les forces de la mer régulière syrienne dans le territoire syrien. Les services de radar de Tsahal ont repéré ces 2 missiles dès leur lancement. Ils ont estimé qu'ils pouvaient s'abattre en territoire israélien, et donc l'un des commandants en poste a décidé d'utiliser pour la première fois en mode opérationnel le système antimissile fronde de David, ou baguette magique, mais les missiles envoyés en direction de ces missiles syriens ont raté leur cible. Fort heureusement, les missiles syriens se sont abattus en territoire syrien sans faire de dégâts ni de blessés du côté israélien. Toujours à propos de la tension dans le nord du pays, le long de la frontière entre Israël et la Syrie, les quotidiens relatent en détail la rencontre importante qui s'est tenue hier en fin d'après-midi entre le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, le chef d'état-major russe, Valery Gerasimov, et le Premier ministre israélien, le ministre de la Défense, Lieberman, et le chef d'état-major de Tsahal, Gadi Eisenkot. Il a été question, au cours de cette rencontre importante, justement, de l'intensification des combats dans le sud de la Syrie et de la reconquête par l'armée d'Assad de cette région qui est mitoyenne avec l'État d'Israël. La rapidité de cette visite, initiée à la demande express, il faut le souligner, de Vladimir Poutine, prouve l'urgence de redéfinir le partage des responsabilités dans cette région à très haute tension, estiment les éditorialistes et les commentateurs israéliens. Côté israélien, Binyamin Netanyahou a déclaré à ses interlocuteurs russes qu'Israël ne pourra tolérer la présence de forces iraniennes ou pro-iraniennes sur l'ensemble du territoire syrien. D'ailleurs, le site Ynet
affirme que les autorités russes sont conscientes de la détermination des autorités israéliennes à ce propos. Lavrov et Gerasimov ont proposé d'ailleurs de replier toute force iranienne à plus de 100 km de la frontière entre Israël et la Syrie, mais apparemment côté israélien on refuse cette proposition et on affirme que les forces iraniennes ou pro-iraniennes doivent se retirer de l'intégralité du territoire syrien. Le Israël Hayom, lui, se penche ce matin en particulier sur la situation dans le sud, dans la bande de Gaza et dans le pourtour de la bande de Gaza. Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a déclaré hier que tout ce qui se passe à Gaza est sous l'entière responsabilité du Hamas. Nous faisons tout pour éviter une guerre, a-t-il dit, mais nous ne pourrons tolérer la poursuite des incendies provoqués par les cerfs-volants ainsi que la poursuite des tensions le long de la frontière. À noter que la tension a tout de même sérieusement baissé depuis 2 jours puisque hier comme avant-hier, on a recensé que 2 départs de feu dans le pourtour de la bande de Gaza, avec à l'origine donc bien entendu des cerfs-volants ou des ballons incendiaires. Et Tsahal a riposté à chaque fois en frappant les points de lancer de ces cerfs-volants. C'est aujourd'hui que le ministre de la Défense devra décider si oui ou non il réouvre le poste de passage commercial de Kerem Shalom une semaine après sa fermeture. Restons dans le Israël Hayom avec le très pertinent éditorial de Dror Idar, l'un des meilleurs éditorialistes du quotidien gratuit, un éditorial consacré à la loi sur l'État-nation. Il faut le dire, écrit Dror Idar, il faut le dire sans complexe, Israël ne peut pas être le pays de plusieurs nationalités. Cela ne peut pas être l'État juif, mais aussi l'État musulman ou encore l'État chrétien. Nous sommes revenus à Sion pour y fonder un État juif, notre État. L'histoire réclamera des comptes à ceux qui se sont opposés à la loi sur l'État-nation. Cette loi vient rééquilibrer les choses. Il n'y a pas que les êtres humains qui ont des droits. Allusion de Dror Idar à la fameuse loi fondamentale votée au milieu des années 94 sur les droits du citoyen, de l'homme et du citoyen. Parmi les êtres humains, il y a le peuple juif et celui-ci a le droit à un État sur la terre d'Israël, écrit Dror Idar de manière très claire. D'autres titres en bref dans l'actualité et dans la presse israélienne. Tous les quotidiens annoncent ce matin que c'est à partir de la semaine prochaine, du 1er août, que Tzipi Livni redeviendra la chef de l'opposition israélienne. C'est Avi Gabay, le président du camp sioniste, qui lui-même n'est pas député, qui a donc décidé de confier cette haute fonction à Livni, après avoir longtemps hésité entre elle et Sheli Yachimovitch. Avant d'être nommé à ce poste, Tzipi Livni avait menacé de quitter le camp sioniste si elle n'était pas désignée par Gabay. Livni remplace donc à ce poste Yitzhak Herzog, qui, vous le savez, je le disais tout à l'heure, a été nommé il y a quelques semaines au poste de président de l'agence juive. Peu après sa nomination, Tzipi Livni a déclaré hier « Nous avons besoin d'une opposition déterminée, une opposition qui ne bégaye pas et qui ne courbe pas l'échine. » Fin de citation. Mais un détail important est mentionné par le Israël Hayom ce matin. Selon l'accord conclu entre Gabay et Livni, cette dernière devient chef de l'opposition, mais elle pourrait perdre sa place de numéro 2 dans la liste électorale du camp sioniste, peut-être au profit de personnalités qu'Avi Gabay souhaiterait promouvoir au sein de cette liste électorale. Il s'agit en particulier peut-être de Benny Gantz, l'ancien chef d'état-major, ou peut-être même d'Ehud Barak, qui est bien entendu, vous le savez, l'ancien Premier ministre et lui-même aussi ancien chef d'état-major. Tous les journaux télévisés hier soir et l'ensemble des quotidiens israéliens de ce matin reviennent sur la chute impressionnante d'une pierre du Kotel hier matin, quelques heures après la fin du jeûne de Tisha B'Av. La pierre d'un poids d'environ 100 kg s'est détachée du mur occidental, vous pouvez le voir en titre donc à l'intérieur, dans l'une des pages intérieures du Israël Hayom. Cette pierre s'est détachée du mur occidental et elle est tombée sur l'esplanade pluraliste où prient les réformistes et les conservateurs. Ce n'est pas donc l'esplanade traditionnelle que l'on connaît, mais donc une esplanade un petit peu plus au sud. Fort heureusement, cette esplanade était vide, à l'exception d'une personne qui a dû avoir la frayeur de sa vie en assistant justement donc à la chute de cette pierre. L'une des caméras de sécurité du Kotel a immortalisé cet instant rarissime. Les experts archéologiques vont enquêter pour déterminer les causes exactes de cette chute. Et bien entendu, celui qui veut y voir un symbole quelques heures après la fin de Tisha B'Av est tout à fait libre de le faire. Il faut noter que le grand rabbin d'Israël, le Rav David Lowe, a mandaté le responsable
directeur général de l'autorité des antiquités du Kotel, Israël Hasson, pour vérifier justement quelle était la teneur de cette pierre et pour conserver cette pierre de manière extrêmement aiguë, de la protéger afin qu'elle ne puisse pas faire l'objet de tractation. Donc cette pierre devrait être cachée actuellement de la vue de l'ensemble de la population israélienne. Le Yediot Aharonot nous fait partager un étonnant développement dans le monde culinaire en Israël. Il y a quelques mois, le Premier ministre japonais Shinzo Abe avait effectué une visite officielle en Israël. Il avait été invité à dîner à la résidence de son homologue israélien, Binyamin Netanyahou. Le chef cuisinier israélien qui était chargé de préparer ce repas, Segev Moshe, avait surpris en présentant son dessert dans une chaussure et cela avait été considéré comme une atteinte à l'honneur du prestigieux invité japonais. Eh bien, le Yediot Aharonot a choisi de consacrer près de 2 pages ce matin de son édition. Il a de son édition justement à l'engouement des Japonais pour ce dessert dans une chaussure. Ainsi, il y a quelques jours, une délégation japonaise qui se trouvait en visite en Israël a demandé lors d'un repas à recevoir son dessert dans une chaussure. Et qu'en dit donc le chef Moshe Segev? Eh bien, j'ai été stupéfait de découvrir que quelqu'un aurait pu être choqué par une telle présentation. Il s'agissait tout simplement d'une initiative purement artistique, se défend donc Segev Moshe, après donc cet engouement d'une partie, en tout cas de la population japonaise, pour son dessert. Tous les quotidiens israéliens nous mentionnent, nous rappellent que nous sommes en pleine vacances, en plein mois de juillet, avec une vague de chaleur qui va aller en s'amplifiant et qui atteindra son paroxysme probablement demain. Mitkefet Chom, comme vous pouvez le lire dans le Yediot Aharonot, une attaque de chaleur, une offensive de chaleur ici en Israël, avec des températures qui risquent d'être particulièrement élevées, en particulier demain. Et donc le journal suggère aux Israéliens toutes sortes de moyens de se protéger donc de cette chaleur torride en ce courant du mois de juillet. Ça risque d'être encore plus difficile dans le courant du mois d'août. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et ensuite, je vous présenterai donc nos 3 intervenants ce matin, des entretiens que nous avons recueillis hier sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion au moment de l'arrivée de plus de 200 Olim de France qui sont arrivés, qui ont fait leur alia hier et qui ont été accueillis de la manière la plus officielle qui soit, avec plusieurs personnalités comme la ministre de l'Alia et de l'intégration Sofa Landwehr, le président de l'agence juive Yitzhak Herzog, son prédécesseur Nathan Sharansky, le grand rabbin de Tel Aviv Israël Meir Lo, de nombreux responsables et de nombreuses organisations. Kalita était particulièrement bien représentée parmi les personnes qui ont accueilli donc ces 200 Olim de France. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.